Et salut, c'est la 302e édition de J'ai à lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de version française des comics sortis dans la langue de Molière, disponible partout sur originalcomics.fr, bien entendu dans notre boutique à Paris au 49 rue Lacépède, mais également dans toutes les librairies de France sur vos lieux de vacances qui proposent un rayon comics de qualité avec des sorties. Alors plein de choses sont sorties, d'autres vont sortir encore puisque dès le mois d'août il y aura des nouveautés avec notamment l'omnibus Ultimate Spider-Man, la saga du clone qui promet d'être ma foi Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, j'ai confondu. C'est pas grave, on commence par une erreur pour mieux se rattraper après. Et non, ça va être un bel omnibus, surtout qu'il ne coûte que 60 € et que du coup, c'est super cool parce que ça y est, les prix des omnibus ont baissé. Alors, nous allons parler de ce qui est sorti, de l'actualité. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'il faut lire? Alors, moi je vous recommande vachement le Wonder Woman 750 qui vient de sortir, album anniversaire pour les 80 ans. J'avais peur en ouvrant ce bouquin que Urban réédite encore une fois une anthologie avec des trucs qu'on a déjà 4 fois, avec des vieux trucs. Alors c'est sympa, hein, moi j'aime bien les vieux comics des années 40, 50, 60, j'aime bien, j'adore le côté rétro et j'aime beaucoup l'histoire des comics, mais je me suis dit encore une anthologie, sauf que là ils ont été malins comme des singes chez nos amis de Urban Comics. D'abord ils ont fait un magnifique ouvrage, regardez ça brille, il est rouge, il est très beau, on dirait le slip de Wonder Woman qui n'est pas rouge, mais son petit juste corps l'est tout autant, et ils ont décidé de nous proposer que de l'inédit et que du bon. Ce n'est pas donc une anthologie avec des choses déjà lues, c'est que de l'inédit avec pas moins de 3 comics, dont le Wonder Woman 750 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait plein de couvertures magnifiques, Jim Lee, J. Scott Campbell, c'était vraiment étonnant, mais il y a plein d'autres choses dedans également. Il y a le comics anniversaire pour les 75 ans de Wonder Woman qui n'avait jamais été édité, et un annual, l'annual de 2017, le Wonder Woman annual de Greg Rucka et Nicolas Scott. Énormément de qualité, énormément de talent, énormément de signatures, énormément de noms pour un comics absolument incontournable par les plus grands auteurs, dont, comme je le disais, le comics des 700, le comics publié à l'occasion des 80 ans, donc le numéro 750, donc qui est un one-shot de 100 pages, donc l'intégralité du one-shot et les couvertures sont reproduites dans cet album, galerie de couvertures impressionnante à la fin s'il en est, avec les plus belles couvertures des plus grands auteurs. Vous avez vu passer Art Germ, vous voyez passer l'ensemble des dessinateurs qui ont œuvré sur ces couvertures, notamment l'incroyable J. Scott Campbell qui nous a absolument régalé avec ces 3 couvertures qui étaient des couvertures qui étaient vendues que sur son site et qu'on a pour la première fois. Et ça vaut de l'or. Voilà, de l'or, comme je disais. Non, très beau bouquin et très belle surprise. C'est bien d'avoir des surprises dans les comics. C'est très bien. Je vais vous parler maintenant de 2 bouquins chez Urban qui ont un véritable intérêt, et je vais vous raconter un peu l'histoire de ces livres qui sont des livres pas comme les autres. Alors, vous le savez, aux États-Unis, les comics sont vendus dans les comic shop. Autrefois, c'était vendu en kiosque. Il y a encore un peu de comics en kiosque de temps en temps, mais bof. Il y a un peu de comics vendus dans les librairies type Barnes & Noble, les trucs comme ça, l'équivalent de la Fnac, si vous voulez, aux États-Unis. Mais la plus grande difficulté pour DC Comics et pour les éditeurs, c'est de sortir de ces boutiques. Parce que même si ces boutiques les font vivre, ils sont hyper dépendants de ces boutiques qui, certaines ferment, d'autres souffrent, d'autres vont en passer un sale quart d'heure à cause du confinement qui perdure. J'ai vu aux infos aujourd'hui qu'à Atlanta, la ville était confinée. Donc à Atlanta, vous ne pouvez pas aller acheter vos comics dans une boutique. C'est quand même hallucinant. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas sorti le cul des ronces, comme on dit chez moi. Et donc, chez nos amis de DC Comics, ils se sont dit, il faut amener du comics là où il y a des gens. C'est pas bête. Et donc, du coup, ils ont entrepris de faire ce qu'on a appelé des Giants, des comics de 100 pages ou plus, des comics qui, bien entendu, nous propose des histoires inédites, mais aussi un peu de réédition. Il y a surtout de l'inédit par des grands noms, parce qu'ils pourraient faire que de la réédition, ils pourraient recycler des trucs déjà sortis ailleurs, tiens on va les vendre dans la grande distribution et ça va passer. Non, ils sont arrivés avec une promesse de l'inédit et de la qualité. Donc ils ont sorti 2 titres, Superman Up in the Sky et Batman Universe. Ils les ont sortis d'abord en Giant,
Et c'était des histoires à suivre, parce que le principe du comics, c'est le feuilletonnage, c'est le cliffhanger, et c'est l'envie d'y revenir. La particularité, c'est que je vous ai dit, ils auraient pu faire du comics all age, avec des dessins cartoony et des choses un peu rigolotes. Non, ils ont décidé de partir sur des grands noms. Et ils nous ont proposé donc un récit inédit de Superman par Tom King et Andy Kubert. C'est-à-dire que, en gros, on s'est pas moqué, ils se sont pas moqués de nous. Andy Kubert, c'est une star, j'adore. Quelle élégance, ce dessin, c'est vraiment magnifique. Plus il avance, mieux il est. Et c'est marrant parce que je relis, on en parlera tout à l'heure, je relis ces X-Men de 1994 et il était déjà là en 1994, il était déjà bon. Et voilà, ça fait partie des pionniers. Donc, une histoire de Superman inédite qui va nous emmener dans l'espace et écrit de main de maître par un Tom King très en forme, bien entendu, et dessiné donc par Andy Kubert. De la qualité du top niveau, vraiment le haut du panier, on est vraiment sur quelque chose d'étonnant et je suis ravi parce que c'est un super. La couverture est géniale, c'est pas une couverture, c'est une page intérieure qui est utilisée comme couverture et j'aime beaucoup. L'autre titre, c'est la première visite, on va dire, de Papy Bendis chez Batman, à l'hospice Batman, hein, il a 80 ans, on peut dire que c'est l'EHPAD, hein. Bendis nous propose sa vision et sa version grand public toujours de Batman, et donc du Batman par Bendis, c'est pas mal. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé chez DC, il a fait beaucoup de Superman, il a fait un event Léviathan bien entendu que vous avez peut-être découvert en français, 2 tomes sont disponibles, mais il n'avait pas trop fait de Batman, et donc c'est Nick Derrington qui dessine dans un style un peu rétro, pas dégueu, mais qui plaira certainement pas à tout le monde parce que c'est le genre de style un peu clivant qui ne satisfait pas tout le monde. On retrouve tout. Alors il y a un petit embrun de Golden Age et de. Il aime bien Brian Michael Bendis aller chercher dans l'histoire des comics et dans le patrimoine pour proposer des histoires. Et donc du coup, ça va vraiment chercher dans tout ce que dans toute l'histoire de Batman. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir lu du Batman pour lire ça. Hein. C'est ça et ça. Ces 2 comics ont l'avantage d'être des histoires complètes, des histoires totales. Donc à partir de là, il n'y a aucun problème, vous allez vous régaler et vous allez pouvoir vous en mettre plein les papilles. Voilà, non, c'est un très très bon, 2 très bons récits avec un coup de cœur. Vous savez, moi Superman, je le dis très souvent, dès que je parle de Superman en fait. Superman, c'est très compliqué de faire une bonne histoire parce que il est plus fort que tout le monde, le personnage est un peu ennuyeux et il y a un côté boy scout un peu insupportable. Donc souvent les origin stories sont les meilleures qu'on puisse avoir et elles ont été racontées 50 fois déjà. Et là, on n'est pas sur une origin story, on est sur une bonne histoire parce qu'on a un bon scénariste, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Et donc le Bendis, sur Batman, sur Batounet, voilà, disponible. Alors. Chez Marvel, chez Panini, on a quoi? 2 choses intéressantes, les 2 tomes, ils aiment bien sortir les Deluxe par paire, on va dire, nos amis chez Panini, avec le 2e tome de X-Men Gold et le 2e tome de X-Men Blue. Alors X-Men Gold et X-Men Blue, c'est la période un peu de transition. Après l'époque Bendis, il y a eu Bendis pendant quelques années, avant l'arrivée de Jonathan Hickman bien entendu, il y a eu une période où ils avaient créé 2 équipes. Une équipe un peu classique, scénario de Mark Guggenheim, dessin de Ken Lashley avec les X-Men, donc Wolverine, enfin c'était Holman Logan, Kitty Pryde qui emmenait l'équipe, Colossus, voilà, une équipe un peu classique qui reprenait un peu l'équipe star des années 80-90. Ça c'était X-Men Gold, l'équipe Gold, et X-Men Blue c'était les jeunes pousses, vous savez, les jeunes X-Men que Bendis avait ramené du passé dans le présent, qui étaient bloqués, et voilà. Donc en fait c'est le dernier chapitre, parce qu'il y a eu un premier chapitre par Bendis, puis il y a un 2e chapitre par Dennis Hopeless, et puis après il y a eu ce chapitre-là, qui clôt la saga de ces jeunes du passé revenus dans le présent, puisque à la fin il y aura Extermination, que vous avez peut-être lu en kiosque ou en softcover, et qui met un point final à ça, à cette parenthèse, que j'ai bien aimé au demeurant parce qu'il y avait des bonnes idées, et notamment les épisodes de Stuart Timonen, Bendis et Mahmoud Asrar étaient succulents. J'ai 2 planches de Mahmoud Asrar d'ailleurs, il y en a une qui est là, elle est un peu jaunie, je vais la protéger de la lumière parce que ça va pas du tout, j'aime pas quand mes planches originales jaunissent, ça me rend très très malheureux. Voilà, donc 2 tomes avec le premier, X-Men Gold, c'est un crossover, en fait c'est le crossover entre X-Men Gold et X-Men Blue, c'est pour ça que nous avons les épisodes 13 à 20
de X-Men Gold et 13 à 15 de X-Men Blue. 3 épisodes, 13, 14, 15 de X-Men Blue, parce qu'il y a eu un crossover avec Mojo, bien entendu, et avec le Phénix, avec des couvertures d'Arthur Adams, et avec tout ce que ça peut compter de talent. Alors la particularité de ces deux séries X-Men Gold et Blue, c'est le nombre de dessinateurs qui ont travaillé là-dessus. Sur X-Men Blue, il y a énormément de jeunes pousses et de dessinateurs plutôt prometteurs, des gens avec un style, avec un univers, avec voilà. Donc on n'est pas sur les grands noms des comics, mais le travail était plutôt soigné. Donc, une fois que vous avez lu celui-là, vous lire celui-là, quand je parle moi, vous lire celui-là. Puisque là, il y a, dans X-Men Gold, il y a X-Men Blue numéro 15, et là, on arrive avec X-Men Blue numéro 16. 16 à 22, plus des annuals, et avec un crossover avec Venom que vous allez découvrir. C'est pour ça qu'ils ont mis Venom en couverture. Avec notamment les dessins du fabuleux Hervé Silva. Alors, Hervé Silva, c'est un dessinateur absolument génial, qui dessine en ce moment... House of X, Powers of 10, c'est lui qui dessine Powers of 10, il a fait 6 numéros, il dessine la série, il vient prêter main forte sur la série X-Men qui suit, que vous allez découvrir dans quelques mois, et il avait dessiné aussi des épisodes de, si je me trompe pas, Uncanny X-Men, peut-être qu'il a fait du Uncanny X-Men aussi, quand il y a eu genre 20 numéros par Matthew Rosenberg, là, c'était pas la meilleure période, mais je crois qu'Hervé Silva, il a fait des numéros. Donc Hervé Silva, il fait un travail de malade, mais il y a aussi deux dessinateurs, bien entendu, comme Edgar Salazar, et voilà, il y a des styles bien différents, et voilà, c'est bien, ça se lit bien. Je pense pas que ce soit... On se souviendra pas des X-Men avec cette série, mais X-Men Blue fait partie de ces agréables lectures. Si vous voulez mon avis, ça se lit plus que bien. Et voilà, alors moi je prends tout X-Men, quoi. Donc à partir de là, je les mets dans ma collection. Et j'espère que bientôt on aura des deluxe comme ça, de Harry Sophic, Power of 10, et des choses merveilleuses à récupérer. Alors là, on a fait un bond dans le présent, mais on va faire un petit bond dans le passé, puisque vous le savez peut-être, les intégrales, ça continue chez Panini avec la sortie de cette intégrale X-Men 1994.3. Alors point 3, pourquoi? Parce qu'avant il y avait 12 numéros de X-Men, c'est facile, on mettait 12 numéros, c'était l'année 1986, et voilà. Et puis après il y a eu plein de séries, puis il y a eu des crossovers, et puis il y a eu plein de choses. Donc du coup maintenant chaque année est découpée en 4 ou 5 volumes, et puis ça va continuer parce que vous le savez, les crossovers, il y en a eu de plus en plus, et puis les séries X, ce qu'on appelait, donc Génération X, Excalibur, X-Factor, X-Force, Cable, Wolverine, etc. Et bien il y en a eu plein. Alors là, ce volume est particulièrement intéressant. Alors moi je me l'ai fait, vous voyez, vous en avez là quelques-uns. Je les ai pas tous du tout, hein, je vais en avoir une petite dizaine. J'essaie de les prendre un par un. D'abord c'est un budget, hein, c'est 35 €. Et c'est surtout que c'est pas toujours... ça sort à un rythme effréné, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Alors là-dessus, on est sur le crossover du complot Phalanx. Je sais pas si vous vous souvenez du complot Phalanx. Ça s'appelait The Phalanx Covenant en anglais. J'avais adoré ce crossover parce que d'abord j'aimais bien les crossovers de l'époque, parce que j'ai adoré ce que Scott Lobdell et Fabian Nicieza ont apporté aux X-Men. Ils ont été très critiqués à l'époque. Et pourtant ils ont réussi à faire des très très bons X-Men. Et donc une des particularités absolument géniales du complot Phalanx, c'était l'arrivée de Joey Madureira au dessin. Et Joey Madureira au dessin, trop rare malheureusement, parce qu'il travaille surtout dans l'industrie du jeu vidéo et peu dans le comics. Eh bien quel apport, quel génie, quel talent. Vraiment, il a vraiment apporté quelque chose. Alors là, son style était encore un peu jeune, mais il y avait déjà une énergie. Je me souviens quand j'ai découvert ses pages en 94, j'étais comme un fou. Je me dis putain, ce mec il est trop fort. Il avait genre 19 ans à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est assez fou quand on y pense. Et j'en parlais tout à l'heure. L'autre dessinateur, parce qu'il y avait deux séries, X-Men et Uncanny X-Men. Uncanny X-Men était dessiné par Madureira et X-Men était dessiné par, et oui, Andy Kubert, le fameux Andy Kubert de Superman Up in the Sky. Il est là, voilà. Vous vous rendez compte qu'il était déjà là et que c'était déjà un patron, c'était déjà un taulier à l'époque. Voilà, moi je me souviens de ces images iconiques. Alors, les couvertures à l'époque, putain, ils en foutaient partout. Hein. Il y avait... Waouh, ils n'avaient pas de designer, hein, je pense, à l'époque. Je me souviens de ces pages. Quel souvenir. J'ai bien aimé le complot Phalanx parce que j'aimais bien le côté du virus techno-organique qui attaque et qui, voilà, c'était une évolution logique des X-Men. Et je vous l'avais dit... j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce qu'ont pu faire nos amis Fabian Nicieza et Scott Lobdell, deux auteurs vraiment incroyables qui ont vraiment... ils ont pris la suite, il faut savoir qu'ils ont pris la suite de Chris Claremont et ils l'ont fait avec brio. Alors moi je me souviens que j'avais ces numéros à l'époque en VO et en VF, je pense, je devais acheter les deux. Et je me souviens aussi que...
je me souviens aussi que j'avais pas tous les numéros parce que je lisais pas Cable ou Excalibur ou X Factor. Et donc du coup, il y a plein d'épisodes que j'avais pas. Donc j'ai découvert des pages, quoi. Alors, je fais, ah, dis donc, donc en fait, alors, faut savoir que les crossovers chez Marvel, il y a toujours il y a toujours une histoire principale. Par exemple, Civil War, on prend l'exemple de Civil War. Civil War, il y a l'histoire principale, 8 numéros, Mark Millar, Steve McNiven. Vous pouvez lire que ça, vous n'avez pas besoin de lire le reste. Si vous lisez le reste, ça apporte un peu de choses. Il y a des choses bien. Les épisodes de Wolverine sont très bien, ceux de Spider-Man sont très bien, mais ce n'est pas l'histoire principale. L'histoire principale, c'est Civil War. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça se passe pendant le complot Phalanx, mais ça n'a pas forcément un impact tout le temps sur l'histoire principale. Donc voilà, donc il y en a à prendre ou à laisser, mais voilà, il y avait des très grands noms comme Steve Cross sur Cable. Enfin, c'était vraiment étonnant. Cette époque-ci, le fameux Steve Cross de Maestros, pareil, il était déjà là en 94. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous rappeler que pendant l'été, c'est le temps d'acheter et de lire l'omnibus John Byrne. Il nous en reste bien entendu un tirage unique, 500 exemplaires en tout, 250 et 250, deux couvertures, la couverture avec l'équipe, la couverture avec plutôt mystérieuse. Moi j'aime bien faire ce type de couverture avec des choses un petit peu plus mystérieuses et un peu plus obscures. Voilà, et donc l'intégrale de Trio et Triplélix de John Byrne dans un seul volume pour les retardataires si vous l'avez raté en single. C'est quelque chose qui marche très bien. À un moment on sera en rupture, il n'y a pas d'urgence, mais je suis ravi de pouvoir reproposer tout à fait ça. Et l'autre info que je voulais vous donner, si vous ne l'avez pas eu à travers les autres vidéos, c'est que Fairy Quest revient. Fairy Quest, c'est la série qu'on avait lancée chez Glénat à l'époque où je m'occupais du label Glénat Comics. On l'avait sorti chez Glénat, ça devait sortir chez Drugstore même à l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la série d'Umberto Ramos et Paul Jenkins, une série vraiment étonnante et une série géniale qui revisite les contes pour enfants. C'est un peu Fabs mais en mieux, je dirais, parce que il y a le dessin vraiment cartoony et génial de Fairy Quest. Alors la nouveauté, c'est que Glénat a perdu les droits, j'ai récupéré les droits avec Alien Comics, donc ça va sortir. On ressort le tome 1 et le tome 2 au même format, et le tome 3 bien entendu qui va arriver, on va en parler. Nouvelle couverture pour le tome 1, nouvelle couverture pour le tome 2, je vous laisse les découvrir dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Et bien entendu, le tome 3 qui arrive, qui est en cours de fabrication. Il y a un Kickstarter aux États-Unis pour financer le projet, ils en sont à je crois, 50, non plus de 50, 60 ou 70% de réussite, donc ça va aller au bout, donc ça c'est cool. Donc ce qui veut dire que le projet va exister. Et nous on va l'éditer en français, et on va éditer ce tome 3 de Fairy Quest en français, couverture de Humberto Ramos, scénario de Paul Jenkins, plein de variantes cover. Nous pour le moment on va pas toutes les proposer, mais on va peut-être toutes les proposer parce qu'il y a peut-être un truc à faire. On attend de les voir parce qu'a priori il y a Kevin Eastman qui va faire une variante et je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, on va avoir des couvertures variantes un peu différentes. Il y a Ale Gardzak en fait une, il y a Mike Bowden qui est le dessinateur des pages intérieures parce que c'est Mike Bowden qui reprend le dessin qui va faire les planches et on est ravis nous de pouvoir vous proposer. Alors on a mis tout ça en précommande, ça marche très fort, on est ravis. Merci. Donc ça par exemple, ça c'était la couverture du tome 1 aux États-Unis, mais nous on n'avait pas pris celle-là, on avait pris une couverture originale faite par Humberto Ramos. Et bien comme celle-là n'a jamais été jouée, on va vous proposer celle-là dans la version française. Ce sera au même format, ce sera en VF, ce sera magnifique et ce sera absolument incontournable. Une vraie BD, voilà, on va donner suite à Fairy Quest et à tout l'univers. J'ai la chance de compter Paul Jenkins parmi mes amis. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et ça fait 10 ans qu'on rêve de donner une suite à Fairy Quest. Cette série elle a eu du succès. Elle n'a pas eu le destin qu'elle aurait dû parce que on a vendu 10 000 exemplaires du tome 1, on aurait pu en vendre 50 000. Mais c'est vraiment une série qui compte et on va tout faire pour d'abord pour vous la faire découvrir parce que je me suis rendu compte, j'ai déjà fait deux vidéos sur Fairy Quest et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui soit étaient trop jeunes, soit ne se connaissent pas. Il s'est quand même passé 10 ans depuis le premier tome. Donc on a besoin de vous donner envie de lire cette BD et tous ceux qui l'ont lu en parlons mieux que moi parce que c'est génial. Voilà, tout simplement, c'est vraiment génial. On est dans le génial, quoi. On n'est pas en dessous, quoi. Voilà pour Fairy Quest. Quel bonheur de pouvoir vous reproposer Fairy Quest. Donc le tome 1 et le tome 2 sortiront à l'automne et le tome 3 en janvier 2021. Comme ça, vous connaissez déjà le premier titre de notre année 2021. Tout est disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Regardez cette vidéo, partagez-la, mettez un petit pouce bleu.
Et c'est certainement la dernière émission avant les vacances. Moi, je prends quelques jours début août, je vous l'annonce. Et on reviendra très fort avec notamment un omnibus, l'omnibus Spider-Man, Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. Je me suis pas trompé cette fois. Salut, prenez soin de vous, mettez un masque en sortant de chez vous, le virus est toujours là, ce serait dommage d'être confiné. Et lisez des comics. Quand on lit des comics, c'est un dialogue avec soi-même. Et quand on lit des comics, on n'attrape pas de saloperie. Ça c'est dit. Salut!